Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cet autre entretien spécial que nous réalisons ici à Dakar avec un autre membre du gouvernement de la République du Sénégal. Le Sénégal qui a également pour ambition d'être une grande fascination sur le plan de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Une ambition qui s'inscrit dans le plan Sénégal émergent. Le chef de département ministériel en charge de cette question a accepté d'en parler, le ministre Abdoulaye Seydou Sow. Excellence, Monsieur le ministre, merci pour cet honneur que vous faites à la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. C'est moi qui devrais vous remercier de votre aimable attention et espère que vous passez un bon séjour au pays de la Teranga. Alors, Excellence, Monsieur le ministre, dans le cadre de ce plan, le plan Sénégal émergent que j'évoquais justement, comment le département ministériel dont vous avez la charge joue-t-il sa partition? Autrement dit, comment est-ce que le ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique s'emploie à implémenter cette vision du président Macky Sall sur le terrain? Vous savez, je vous remercie encore une fois de cette aimable invitation. Le chef de l'État, depuis son accession à la magistrature suprême en 2012, a lancé un vaste programme un vaste plan qu'on appelle le plan Sénégal émergent, dont la déclinaison à travers notre département s'incline de deux sortes. Le premier projet, c'est le premier programme, c'est le programme Zéro bidonville. Là, vous avez vu que c'est une question que nous partageons en Afrique, dans toutes les grandes villes africaines. Il y a cette croissance rapide qui n'est pas accompagnée d'une bonne urbanisation maîtrisée. Ce qui a créé des bidonvilles partout. Et le chef de l'État s'est rapidement engagé sur cette voie en disant Sénégal zéro bidonville. Et le programme zéro bidonville s'articule autour d'un grand projet qu'on appelle le projet 100 000 logements, sur lequel peut-être nous allons revenir. L'autre pan de cette politique du chef de l'État à travers le ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, c'est le Sénégal zéro déchet. Partant d'abord de l'inculcation d'une culture de la propreté au niveau de tous les citoyens, mais accompagnée par une bonne politique de l'État. Alors, on va donc aller de façon graduelle, Monsieur le ministre. Le Sénégal zéro bidonville. Où en est-on depuis le lancement de ce plan? Oui, je l'ai incliné partout et il s'incline à travers un grand projet, le projet 100 000 logements. Le chef de l'État a trouvé au Sénégal une production de 5 000 unités d'habitation par an. 5 000 unités d'habitation. L'unité d'habitation s'entend par logement et terrain viabilisé. C'était à 5 000, avec deux promoteurs publics, la SNHLM et la SICAP. Le chef de l'État a décidé de changer totalement de paradigme et d'aller par an, au moins, par une production de 20 000 logements. Pas une unité d'habitation, mais 20 000 logements. Et cela, ça a demandé d'abord des préalables. Le préalable, c'est d'abord mettre les fondamentaux, renforcer, réorganiser la SNHLM, réorganiser la SICAP, leur doter de moyens institutionnels qui leur permettent d'asseoir une bonne politique de production de logements, mais à côté, travailler à ce que les promoteurs privés nationaux puissent apporter plus massivement leur contribution, mais sans écarter la piste étrangère à travers la coopération internationale. Et c'est pourquoi, d'abord, il fallait mettre en place les fondamentaux, comme je l'ai dit. Le chef de l'État a mis en place la SAFRU, une société nationale qui est uniquement chargée de l'aménagement du foncier et de la rénovation urbaine. Et dans une première partie d'ailleurs, au moins pour 2 ans, 3 ans, la société ne travaillera que sur l'aménagement du foncier. Et ce qui était une première, en le dotant de fonds substantiels lui permettant de répondre à ses obligations et à ses attributions. Le deuxième, c'est de mettre en place un fonds pour l'habitat social. Et ce fonds pour l'habitat, parce que beaucoup de Sénégalais n'ont pas suffisamment de revenus pour bâtir eux-mêmes. Et la question de la garantie se posait toujours à travers les banques. Et le chef de l'État a mis en place un fonds pour permettre non seulement d'assurer cette garantie, mais d'en assurer aussi une bonification. Mais aussi, on aura beau vouloir mettre en place un système de grande production de logements, si l'écosystème de la construction n'est pas favorisé. Et à ce niveau, le chef de l'État a décidé et a donné instruction au ministère des Finances d'accorder exonération à tous les promoteurs qui souhaiteraient faire de l'importation de matériaux n'existant pas au Sénégal. Mais concomitamment, le chef d'État nous a demandé de travailler à une industrialisation du marché de la construction, c'est-à-dire que
que nous puissions, à partir du Sénégal, produire les matériaux intervenant dans la construction. Les matériaux locaux? Des matériaux locaux. Ce qui va permettre de pouvoir maîtriser les prix. Vous savez, la question du logement, comme toutes les autres questions, obéissent aux lois du marché. C'est par rapport l'offre est là et la demande. Et aujourd'hui, la demande au Sénégal est extrêmement grande. En moyenne, il y a 272 000 Sénégalais qui demandent à avoir un logement sur une capacité que nous avons trouvée en partie de 2012 de 5 000 par an. Vous voyez le gap. Parce que la question d'avoir une propriété est une question lourde en Afrique, où il y a beaucoup de procédures. Et vous allez au domaine, à l'urbanisme, au domaine, au cadastre. Il y a tout un ensemble de procédures. Le chef de l'État a décidé de les unifier à travers un guichet unique pour faciliter l'accès à la propriété, mais aussi diligenter les procédures administratives. Donc ces préalables-là, nous les avons terminés. Maintenant, avec aussi les partenaires techniques et financiers, l'État du Sénégal ne pouvait pas supporter tout le coût de ce projet. Et les partenaires techniques et financiers ont décidé d'accompagner le projet, avec notamment la Banque mondiale qui a décidé pour moins dans la première phase d'études et de faisabilité, d'accompagner pour au moins un montant de 100 millions de $. Ça me paraît extrêmement important et nous avons il y a quelques jours, lancé l'appel à candidature sur le projet 100 000 logements que nous structurons comme projet viable et moteur dans l'action du Sénégal zéro bidonville. Mais le Sénégal zéro bidonville n'est pas que projet 100 000 logements. Il s'agit aussi de travailler à travers un programme national de planification urbaine et de gestion des risques, de doter toutes les communes du Sénégal de plans d'urbanisme. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que avec la communalisation intégrale, parce qu'aujourd'hui, toutes les anciennes communautés rurales du Sénégal sont devenues communes de plein exercice. Et nous sommes à 13% de communes au Sénégal. Nous sommes à 13% de communes au Sénégal qui ont des plans d'urbanisme. Ah, ça, c'est le niveau d'appropriation de cette vision. Absolument. Et là, le chef de l'État nous a demandé, dans une période de 10 ans, d'arriver à régler totalement cette question, que toutes les communes du Sénégal soient dotées d'outils de planification. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans beaucoup de nos communes. Et le travail a commencé. Le programme a été soumis à l'approbation du gouvernement. Le gouvernement l'a validé. Et ensuite, nous sommes aujourd'hui en négociation avec les partenaires techniques et financiers qui, sur le principe, l'ont accepté. Et ce qui fait que dans 10 ans, nous pensons que toutes les communes du Sénégal seront dotées de plans d'urbanisme parce qu'on ne peut pas faire une politique réelle. Même si elle est décentralisée, on ne peut pas faire une politique réelle sans planification. La planification est l'outil de base d'un développement économique maîtrisé. Monsieur le ministre, vous le disiez tantôt, la demande est très forte. Comment est-ce que vous faites vraiment pour pouvoir, déjà, pour ce plan qui est en train de s'implémenter sur le terrain, faire face à cette demande forte? Aujourd'hui, le projet 100 000 logements devrait être une réponse à un problème social profond. Mais d'abord, nous avons des promoteurs publics, la SNHLM et la SICAP. Le chef de l'État ne nous a pas demandé de s'en passer. Il nous demande de les restructurer, de les réorganiser, mais de leur doter surtout des moyens, les moyens fonciers et des moyens financiers qui seront renforcés pour augmenter leur production. Donc, des sociétés qui passaient de 3 000 productions, de 3 000 productions de logements par an vont aller à 15 000 si nous arrivons à atteindre l'objectif. Mais à côté, parallèlement, les promoteurs publics sénégalais qui vont s'engager dans ce domaine. Et à ce jour, nous avons signé 14 conventions qui vont nous produire en principe 23 000 logements par an. Cela quand même, c'est une révolution. Je ne dirais même pas révolution, mais changement total de paradigme dans la politique de maintenant. Concomitamment aussi, nous allons nous ouvrir à des partenaires internationaux. C'est pourquoi nous avons commencé des discussions avec des partenaires au Qatar, avec des partenaires au Dubaï, même des partenaires en Égypte et même au Mali qui quand même a bénéficié d'une bonne politique de logements sociaux. Et cela va nous apporter à dépasser même l'objectif que nous étions fixés si tous les préalables nécessaires sont mis en place. C'est pourquoi, c'est vrai, l'accouchement peut être difficile, mais lorsque le bébé sortira des ventres de la maman, ce sera un très beau bébé. Quelle est l'assurance que ces logements seront vraiment à la portée du Sénégalais moyen? Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est d'abord des logements sociaux. Et dans la planification de ce projet, le chef de l'État a demandé d'abord que 50% soient réservés aux logements sociaux. C'est-à-dire 50%. C'est-à-dire que le montant ne va pas dépasser 12 millions de francs CFA.
Et ensuite, le 20% pour la diaspora. Vous savez, le Sénégal a une diaspora dynamique et très forte en Afrique et dans le monde. Et maintenant, les 30% qui resteront seront laissés à l'appréciation du promoteur qui va faire du commerce. Là-dessus, ça peut être des logements de luxe qui pourront, en fonction de la bourse du citoyen, le citoyen pourra faire ses achats. Mais vous voyez donc que quand même tout est critérié. Mais même les 12 millions, le chef de l'État décide d'accompagner. D'accompagner, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons là le fonds pour l'habitat social. Le fonds pour l'habitat social, c'est pour accompagner les revenus très faibles. Et d'ailleurs, pour pouvoir y participer, il faut que tu sois d'un revenu inférieur à 450 000 francs CFA. Donc là, quand même, le citoyen est au cœur de la préoccupation, surtout le citoyen qui a de faibles revenus. Alors, aujourd'hui, à travers la République du Sénégal, quelles sont là des villes pilotes pour ce programme? Non, au-delà parce que le chef de l'État, vous avez vu à travers Diamniadio. Diamniadio est un bel exemple d'une nouvelle ville qui a été créée il y a 5 ans, 6 ans. Il n'y avait qu'un poulailler, il n'y avait que des poulaillers là-bas. Aujourd'hui, c'est une grande zone administrative et même industrielle qui est en train de naître. Mais le chef de l'État, dans sa politique, a mis en place un système qu'on appelle, c'est un principe de l'équité territoriale. C'est-à-dire aujourd'hui que la bande Dakar, Thiès, Mbour, c'est là où nous avons une concentration humaine très forte. C'est bien, nous ne pouvons pas dire à des Sénégalais, de force vous allez partir, mais c'est de travailler à ce qu'à l'intérieur du pays, qu'il y ait une bonne politique de logement qui permette aux Sénégalais de désengorger cette côte difficile. Donc forcément, aujourd'hui, le projet Sénégal, projet de 100 000 logements ne va pas être concentré que sur Dakar ou bien sur Thiès. Il va concerner l'ensemble du pays. Aujourd'hui, nous avons des bâtiments qui sortent des terres à Kébémer, qui sortent des terres à Kaolack, qui sortent des terres à Fatick, mais qui vont prochainement sortir des terres de toutes les régions du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. À présent, prenons un autre point de cette préoccupation qui est la vôtre. Quels résultats peut-on noter à ce jour de la promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal? Vous avez évoqué ça tout à l'heure. Oui, le deuxième pan de cette politique, c'est le Sénégal zéro déchet. Le Sénégal zéro déchet, le chef de l'État, d'abord, a voulu une approche participative. C'est-à-dire qu'on puisse inculquer la culture de la propriété dans les esprits de tous les citoyens sénégalais. Cela, vous commencez à vivre les résultats à travers Dakar. Vous voyez que Dakar a complètement changé de visage en termes de propriété. Mais le chef de l'État ne s'est pas limité simplement à qu'on puisse travailler sur la sensibilisation, sur la conscientisation des Sénégalais. Il a mis en place des instruments pour les accompagner. L'UCG qui existait, l'unité de coordination de gestion des déchets, qui existait, ses moyens ont été renforcés. Son personnel a été multiplié même par 10. Parce qu'à travers la politique du Réunion, nous avons recruté 10 000 agents que nous avons mis à la disposition de l'UCG. Et c'est pourquoi, sur l'ensemble du pays, il y a une politique de propreté. Il n'y a pas une seule commune au Sénégal qui ne soit pas, aujourd'hui, qui ne voit pas la présence de l'UCG dans la gestion des déchets. Mais l'UCG ne fait que la gestion des déchets. Le chef de l'État a une perspective plus ambitieuse. C'est de transformer le système de gestion des déchets en une économie circulaire. C'est important aujourd'hui, non seulement il faut travailler à nettoyer, mais aussi à transformer et en faire un instrument de production d'emploi. Est-ce qu'il y a des projets qui existent dans ce sens? C'est justement le sens de la création du Promojet, dont vous avez tantôt parlé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers. C'est un projet de 216 milliards de francs CFA qui va résorber une décharge, l'une des plus grandes décharges du monde. Vous savez, le Sénégal abrite l'une des plus grandes décharges, les 5 fait partie des plus grandes décharges du monde, c'est la décharge de Mbobes. Cette décharge-là, depuis 1968, on en parle et personne n'a pu trouver la solution. Et le chef de l'État, à travers ce projet, non seulement travaillera à ce que Mbobes disparaisse comme menace environnementale et écologique, mais aussi que cela peut permettre de créer des emplois à travers la transformation des déchets. Et ce projet a été lancé devant les partenaires techniques et financiers en présence du chef de l'État le 24 juin passé. Et ce projet, non seulement au-delà de la décharge de Mbobes, va structurer
dans 138 communes, le projet va structurer une politique d'économie de la gestion des déchets. Monsieur le ministre, le Sénégal sans déchets, le Sénégal zéro déchet, quel est un peu le niveau d'appropriation des populations, de participation dans cette vision du président Macky Sall? Vous constatez sur le terrain le Dakar d'hier et le Dakar d'aujourd'hui en termes de propreté. Ça, c'est un aspect. Ce n'est pas que Dakar, c'est tout le Sénégal aujourd'hui qui est en train de connaître un mouvement d'ensemble de conscientisation sur la propreté, mais qui s'est manifesté dans tous les foyers du Sénégal. Mais le plus important, c'est que le paradigme, je vous ai tantôt parlé du changement de paradigme. Il ne s'agit pas simplement de nettoyer. Il ne s'agit pas seulement de trouver des points de regroupement normalisés. Non. Il s'agit aussi de faire des déchets une véritable économie. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Mbobos est une révolution. Et dans toutes les 138 communes du Sénégal, c'est de travailler à avoir des centres de tri des ordures, mais aussi de transformation des ordures, au point que ça va apporter des ressources nouvelles à toutes les collectivités, mais aussi à l'État du Sénégal. Donc, forcément, vous constatez sur le terrain cette appropriation des populations, cette envie des populations d'accompagner le projet. Vous voyez, par exemple, au lancement, Mbobos, ce n'était pas facile, parce qu'il y a plus de 3000 récupérateurs qui étaient sur le terrain. Mais ce sont ces 3000 récupérateurs qui sont engagés avec le chef de l'État à conduire ce projet. Et la seule condition, et sur laquelle nous sommes en train de travailler, c'est que le chef de l'État nous avait demandé qu'un seul emploi, parce que cette décharge, danger environnemental, écologique soit-elle, était aussi un enjeu de gens qui travaillaient là-dessus. Le chef de l'État nous avait demandé de conserver ces emplois-là, de ne pas mettre ces citoyens dans la rue, de les mettre dans le projet. Et ils sont au cœur aujourd'hui du projet et travaillent à la sensibilisation du projet qui est aujourd'hui accepté. Et la dernière visite de la Banque mondiale a décerné un satisfait sur la conduite du projet et a exprimé qu'aujourd'hui c'est un projet modèle de la Banque mondiale. Et ça, c'est une fierté pour nous et c'est une fierté pour le président Macky Sall parce que le président Macky Sall aura été un marqueur indélébile sur cette question. Voilà, merci. Monsieur le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique de la République du Sénégal, lors du récent conseil de cabinet, vous avez eu à faire une communication sur l'état d'avancement des projets d'aménagement de la corniche ouest et du parc forestier urbain de Dakar, je crois. Absolument. Quelle est un peu la particularité de là aussi, c'est une des politiques du chef de l'État. Le président Macky Sall a pensé et a mis à ma disposition deux grandes idées sur l'aménagement de la corniche. Toute la corniche sur une longueur de 10 km, si vous connaissez bien Dakar, c'est de la mosquée de la Divinité jusqu'à l'Agence nationale du patrimoine bâti. D'en faire la plus belle corniche d'Afrique et du monde. Et cela a déjà commencé, un projet de 18 milliards. Et la première tranche, nous allons l'ouvrir aux Sénégalais à partir du 30 avril prochain. C'est une autre vision, une autre façon de mettre les Sénégalais dans un environnement sain, tout en protégeant nos côtes. Parce que c'est ça la vision du chef de l'État, c'est-à-dire que l'océan avançait. Aujourd'hui, les moyens sont trouvés pour stopper l'avancée de la mer, mais aussi en faire un cadre de vie sain, permettre aux populations de continuer et de vivre davantage leur épanouissement par exemple, le projet n'a pas porté atteinte à toutes les activités qui étaient là, mais on les a modernisées. Aujourd'hui, sur cette corniche, vous verrez des lieux de promenade, mais aussi accompagnés par de petits restaurants. Les jeunes pourront trouver leur cadre de jeu, les adultes trouveront leur expression, s'exprimeront à travers d'autres moyens qui leur sont offerts. Donc l'ambition, c'est de faire de cette corniche-là la plus belle corniche du monde. Je ne vais même pas dire d'Afrique, mais du monde. Et ça aussi, c'est une ambition du président Macky Sall. C'est en train de réussir sur le terrain et aussi grâce à vous. Quel est un peu votre secret, monsieur le ministre? Oui, mais l'autre grand projet dont je voulais parler, c'est le parc forestier urbain. Là où l'aéroport de Dakar, l'aéroport Léopold Senghor a libéré, lorsque nous avons obtenu l'aéroport international Blaise Diagne, a libéré certaines surfaces. Et le chef de l'État a demandé à que certaines surfaces soient protégées. Et 10 hectares, le chef de l'État l'a protégé pour construire un parc forestier. Pour permettre l'étouffement de Dakar, pour libérer l'étouffement de Dakar, pour permettre aux citoyens... Et ce parc forestier d'un coût de 17 milliards va être une révolution. Et en principe, dans 24 mois, nous pourrons libérer ce grand parc forestier qui, en Afrique de l'Ouest et en Afrique, sera une référence. Maintenant, il n'y a pas de secret.
Le secret, il est clair, c'est de suivre et de mettre en œuvre les instructions du chef de l'État. Vous savez, un ministre n'a pas de responsabilité particulière. Le premier responsable, c'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation. Et nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui surveille au quotidien les grands projets. La preuve en est, vous avez été appelé à communiquer sur ce projet-là lors du dernier cabinet ministériel. Si nous avons énormément de sujets sur lesquels nous pouvons communiquer. C'est pas simplement le Sénégal est en chantier permanent. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de difficulté. Même sur la communication, aujourd'hui, les Sénégalais se rendent compte du travail qui est fait. Il y a pas, les gens ne sont pas myopes, les gens ne sont pas aussi aveugles. C'est partout dans Dakar et dans le pays que les chantiers sortent de terre. Le cadre de vie est aujourd'hui amélioré. Chacun, aujourd'hui, le ministère est demandé de partout, et sollicité de partout. Un ministère qui, il y a quelques années, était carrément dans la discrétion. Aujourd'hui, c'est toutes les communes du Sénégal qui sollicitent les services du ministère de l'Urbanisme et du cadre de vie notamment, pour que ce qui se passe à Dakar et ce qui se passe dans beaucoup de capitales régionales soit partagé dans tout le pays. Et le chef de l'État a mis des moyens à notre disposition pour ce faire. Voilà, Monsieur le ministre, nous sommes pratiquement arrivés déjà à la fin de cet entretien. Avec vous, ici même à Dakar, vous avez la possibilité, à travers la télévision africaine, la panafricaine Afrique Média, de vous adresser aux Sénégalais qui sont très nombreux à regarder la télévision, les Sénégalais du Sénégal, et ceux également qui sont repartis à travers le monde entier. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment? Oui, d'abord, exprimer ma fierté de voir une télévision africaine, panafricaine, aujourd'hui au Sénégal. Les Sénégalais sont des citoyens d'Afrique d'abord. Et les Sénégalais expriment toujours leur panafricanisme partout. Et nous avons eu de grands leaders qui ont été, à la tête du combat pour l'unité africaine. Et coïncidence pour coïncidence, le président Macky Sall est à la tête de l'Union africaine. Ce qui aussi n'est pas un signe du hasard. C'est simplement cette volonté du Sénégal de vouloir avoir un continent uni qui puisse prendre en charge son destin face au monde et dans le monde. Maintenant, nos compatriotes sénégalais qui sont éparpillés partout, qu'ils sachent que le chef de l'État a une pensée pour eux. Le chef de l'État a demandé que 30%, que 20% soient réservés à la diaspora. Nous travaillons à travers leur coopérative à les impliquer pour que le moment venu, que la diaspora se sente au cœur de cette politique du chef de l'État. En tout cas, c'est l'instruction qui nous a été donnée et nous travaillons à la mettre en œuvre. Prier pour que cette diaspora continue à être ce qu'elle est dans notre économie et prier pour que ce développement de notre pays, que cette diaspora soit au cœur. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre. C'est donc le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique de la République du Sénégal, Abdoulaye Saïd Dousso. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé.